relativement classique parce qu'il y a toute une iconographie sur le web, si vous y allez, sur cette marque qui s'appelle Thoradia. Et nous avons ensemble écrit un livre pour expliquer l'histoire de Thoradia, parce que ce qui intéresse les gens sur le web, c'est l'imagerie, c'est le côté pittoresque de Thoradia. Et Thoradia, c'est une crème de beauté au départ, crème de beauté, qui est lancée au début de l'année 1933 en France. Ça commence en France. C'est une crème qui sera ensuite diffusée, et toutes ses déclinaisons également à l'étranger, en particulier au Portugal, on le verra à la fin. Elle est préparée par un pharmacien d'officine français qui s'appelle Alexis Moussali. Alors nous avons beaucoup enquêté sur Alexis Moussali. C'est un pharmacien qui est né en fait au Caire, donc égyptien, et qui vient en France, comme c'était relativement classique à l'époque, pour y faire ses études de pharmacie. Il obtient par le fait même la nationalité française. Donc il est d'origine égyptienne, mais français en pratique. Il va lancer le produit en utilisant un nom sur lequel il y a eu très longtemps des débats. Est-ce que cette personne existait vraiment ? Donc il s'agissait du docteur Alfred Curie. Donc tout le monde connaît évidemment Marie Curie et Pierre, mais Alfred était un inconnu, et donc la plupart des hypothèses qu'on trouvait sur Internet, c'est que Alfred n'avait jamais existé. Or, il se trouve qu'Alfred Curie a bien existé. Bon, c'est un médecin, tout ce qu'il y a de plus modeste, mais qui a un grand atout, c'est qu'il a le nom de Curie. Et donc, il peut semer un peu le doute dans la population des éventuels acheteurs de cette crème. Et donc, on a retrouvé en particulier aux Archives nationales en France des documents où Alfred Curie, qui n'a évidemment rien fait dans l'histoire, était payé pour donner son nom à la marque Thoradia. Alors, l'une des caractéristiques, c'est que c'est vraiment fabriqué par un pharmacien, ce qui n'est pas le cas de tous les cosmétiques à l'époque. Et ce pharmacien décide de lancer son produit dans les officines. Voilà la composition de la crème Thoradia, donc bromure de radium. Donc ça, effectivement, avec le recul, ça paraît extrêmement bizarre, voire pittoresque, hein, on peut en rire. Des quantités quand même extrêmement faibles, 0,01 mg. Et le produit essentiel, c'est du thorium, sulfate de thorium, donc une terre rare, légèrement radioactif, 0,10 g. Oxyde de titane, excipient, c'était de la vaseline, probablement, on n'a pas de détails là-dessus. Alors, il se trouve que Moussali, après ses études, son doctorat en pharmacie, a fait une sorte de postdoc, en quelque sorte, à l'Institut Pasteur, donc à Garches à l'époque, non pas à Paris, et il a travaillé avec quelqu'un qui étudiait le thorium. Voilà, donc il a manipulé du thorium, il savait où s'en procurer, c'était beaucoup plus facile que le radium, mais même le radium c'était facile, hein, ça arrivait par la Belgique, le Congo, la Belgique, et donc en pratique il était expert de ça, il savait où s'en procurer, et il va l'utiliser, puisque de toute façon rien n'interdit d'utiliser du thorium et du radium à l'époque en France, mais également aux États-Unis et dans tous les pays de la planète. Et il utilise le principe de la microcurie-thérapie, hein, donc c'est des toutes petites doses de radium qui sont censées stimuler la circulation sanguine, stimuler tout simplement, mais également le teint, voilà, tous les. Alors évidemment, il n'y a aucun consensus sur ce point, donc il y a une minorité qui dit que le radium c'est bon pour la santé en petite dose, que ça stimule, et une majorité de médecins qui va devenir de plus en plus importante, qui considèrent que non, c'est un produit quand même qui a démontré une certaine toxicité. Mais évidemment, les doses sont toutes faibles. Donc voilà une photo de Moussali, et Moussali avait lancé, déjà dans les années 20, des ovules gynécologiques à base de thorium. Bon,
ne peut pas assurer le résultat, donc spécifique des métrites, voilà, on trouve ça. Et donc, dans la foulée, il crée la crème, mais aussi la poudre Thoradia. Hein, il va y avoir plusieurs déclinaisons, et on voit bien les radium et thorium qui sont, selon la formule d'Alfred Curie, il s'agit bien sûr de la formule d'Alexis Moussali, hein, c'est le pharmacien qui a inventé ça. On voit également une société sur laquelle je vais revenir qui s'appelle la Secor, qui se trouvait à Paris, et la formule générale, radium, thorium, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y aura également du savon, Thoradia, que je vous montre ici, à base de thorium et de baume du Péon. Il n'y a pas de radium, là, exceptionnellement. Il y aura une crème grasse de jour, Thoradia. Il y aura un baume solaire Thoradia, donc il y aura toute la gamme, hein, un petit peu, c'est comme Chanel ou L'Oréal. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est important, et c'est ce que nous avons découvert en particulier dans le cadre de nos recherches, c'est que ces cosmétiques étaient commercialisés donc, par la société que je vous ai montré tout à l'heure, la Secor, qui signifie en pratique Société d'exportation, commission, représentation. C'est une société qui est en France, mais qui est en fait quasiment suisse. Hein. C'est une société qui est créée par un Suisse, en fait un Allemand immigré en Suisse et qui a obtenu la nationalité suisse, ce qui va permettre à Thoradia de passer la Seconde Guerre mondiale. Ludvigson était juif en pratique, donc bien évidemment de gros problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale, et il va transporter son activité à Genève pour survivre et pour relancer l'activité après la Seconde Guerre mondiale en France. À partir de mars 1933, il va y avoir des campagnes de publicité très importantes dans les journaux français, mais pas uniquement dans les journaux français, donc des titres de journaux que j'ai indiqués ici. Et voilà la première publicité pour Thoradia. Donc, une révolution dans l'art de soigner le visage, le radium au service de la beauté. C'est le slogan de Thoradia en pratique, le radium au service de la beauté. Et donc, nous voyons Alfred Curie est en vente exclusivement chez les pharmaciens. Et un premier modèle que vous voyez ici, qui est une femme brune et qui va disparaître assez rapidement. Pas la conséquence du radium, nous l'espérons. Donc, à partir de juillet 1933, il va y avoir une nouvelle campagne de publicité qui est fondée sur un nouveau modèle, et c'est celui qui va devenir emblématique. C'est une jeune femme blonde, nous allons la voir tout à l'heure. Le photographe est un artiste et photographe très connu, qui est suisse par ailleurs, ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure, qui s'appelle Tony Burnand. Burnand, comme nous allons le voir, s'est probablement inspiré d'une publicité antérieure pour prendre sa photo. Et donc, nous cherchons toujours le modèle en question, hein, la femme blonde, et c'est assez compliqué, nous allons vous montrer. Alors voilà, la publicité, qui reprend exactement les mêmes termes que la publicité de mars 1933, avec donc ce personnage qui va devenir emblématique. Donc voilà la fameuse publicité pour Thoradia qui va être déclinée pendant des décennies, hein, jusqu'aux années 60, et qui s'inspire donc de cette publicité pour un produit dentifrice, Odol, d'origine allemande, si je me souviens bien. Et là, il s'agit d'une photo qui est retouchée, comme classiquement à l'époque, avec un procédé couleur expérimental. Hein, à l'époque. Alors, je ne vous décris pas en détail, mais c'est tout à fait nouveau. Alors, quelques hypothèses qui sont surtout venues de Cécile. Dolly Davis, qui pourrait être le modèle. On a en tout cas des dédicaces à Thoradia de cette actrice française qui a un pseudonyme anglais, évidemment, puisque c'est déjà à la mode à l'époque. Et Sheila Nono, qui est donc une anglaise, une artiste anglaise à Londres,
et qui aurait pu être le modèle des publicités de Toradia. Alors ça c'est un raisonnement très très compliqué parce que c'est lié à l'affaire Stavisky en France en 1934. Bon, je ne décris pas tout ça. On a décliné avec des sortes de goodies, voilà, l'éventail en particulier, Toradia, qui reprend les informations des différentes publicités. Alors, au début des années 30, il va y avoir un certain nombre de scandales liés au radium. Alors, le plus connu, il y a eu des livres, des romans dessus, c'est celui des Radium Girls, hein, donc des jeunes femmes qui peignaient les aiguilles des pendules et des montres pour que ça soit fluorescent la nuit. Et donc, elle rajoutait des peintures à base de radium pour que ça soit fluorescent, et elle prenait leur pinceau pour l'affiner, et donc elle s'intoxiquait, et il y avait donc des cancers de la mâchoire. Et en 1932, le cas également est très documenté, c'est celui d'un millionnaire qui s'appelait Evans Byers, et qui faisait une cure d'un produit qui s'appelait le Raditor à base de radium, et il en est mort. Il était intoxiqué avec surdosage, et évidemment comme c'était un millionnaire extrêmement connu, ça a posé un certain nombre de problèmes. Donc les autorités, donc l'ancêtre de la FDA, ont commencé à se préoccuper de tout ça. Ça s'est décliné dans toute l'Europe progressivement. Le décret qui en France va mettre un terme à ces opérations mercantiles, enfin voilà, commerciales, c'est le décret du 9 novembre 1933 qui dit 37. Que tous les 1937 qui dit que tous les radioéléments sont sur une liste. Et donc il faut une prescription d'un médecin. Donc on imagine mal évidemment un médecin prescrire une crème de beauté à base de radium, donc c'est fini pour ce qu'il est du modèle économique de Toradia. Et mystérieusement, malgré cette interruption de 37, le Toradia va continuer jusqu'aux années 60, fin des années 60 à peu près en France. Mais simplement, il n'y a plus de radium dedans. Il n'y a plus de référence à Alfred Curie, hein, qui touche quand même des petites sommes jusqu'en 42, quelque chose comme ça, on a trouvé pour éviter un procès. La publicité est reconfigurée. Donc on voit le même modèle à partir de 37. Donc toute la gamme est déclinée, Toradia, mais nulle part vous voyez de référence au radium, et nulle part vous voyez de référence à Alfred Curie. Voilà un autre exemple, là on traverse le temps en quelque sorte, même type, hein, et vous voyez le nombre de produits qui se multiplient, cette dernière publicité, qui date donc de 1950-1960, pour le rouge à lèvres Toradia, qui se vendait assez bien, là aussi évidemment il n'y a plus de radium dedans. Ça s'est également distribué au Portugal. Ça, ce sont quelques publicités qu'on trouve vers 1940 dans la presse portugaise. Mais il n'y est fait aucunement référence au radium. Donc ça signifie que probablement au Portugal il s'est passé quelque chose également avant 1940. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a un ouvrage qui est sorti, dans lequel on raconte cette histoire, mais qui est beaucoup plus complexe que ce que je viens de résumer. En particulier, la Secor, donc la société qui va distribuer Toradia, va être un enjeu politique pendant la Seconde Guerre mondiale. Une société que les Français, le gouvernement de Pétain, les Allemands et les Suisses vont essayer de récupérer. Hein. Alors, bon, il y a bien d'autres histoires assez étonnantes à propos de Toradia. Et voilà, je vous remercie.